Nous sommes le samedi 19 décembre, à cet arrêt de tramway habituel, il est 13h. Mon ami et moi nous faisons accoster par un homme, sans un mot. Un contrôleur de transport viendra une minute plus tard l'écarter de nous. Cet homme se touche devant les filles qui passent depuis ce matin, dira-t-il. Tant qu'il n'y a pas de réelle atteinte, il n'y a rien à faire, personne à appeler au nom de la loi. Vous devez faire attention. Je me dis, est-ce cela que le droit ? Où se trouve l'éthique là-dedans ? Dans le comportement de ce contrôleur, qui au nom de la loi reste passif ? Dans cette action extérieure au champ de compétences des forces de l'ordre ? Dans cette norme prescriptive qui leur dicte leurs devoirs et encadre leurs fonctions ? La parole est à la chouette, par Sabah El Marzouki. Épisode 26, The Ethical Questions Coming. Je constate simplement qu'effectivement, il y a peu de pensées chez les juristes qui sont obligés de travailler au quotidien. C'est-à-dire ils font 10 heures par jour avec des textes de loi et des cas concrets, ils sont nominalistes et ils ont autre chose à faire que de faire de la philosophie juridique. Sur ces mots, la question de l'éthique dans le droit est remise sur table, et avec mon micro en quête de pensée. À l'image des juristes, c'est policier. Le droit, formatant les esprits d'un certain devoir-être de travailleur, a plaqué sur la réalité une pratique idéologique. Mais ne serait-ce pas là, justement, que la nature même de la règle de droit ? La question de l'éthique dans le droit, intimement liée aux débats sociétaux actuels, pose la question de l'approche du droit. L'idée développée par le philosophe Michel Onfray, selon laquelle une règle de droit serait une règle du jeu, posée arbitrairement par les puissants pour soumettre les petits, et qu'elle exprimerait donc un rapport de force dans un moment donné, me fait penser à la position que tient le personnage de Calliclès dans le Gorgias de Platon. Œuvre antique, elle retranscrit le principe de la légitimité de la loi du plus fort, comme étant une contre-philosophie pour Socrate. Une idée imperméable aux réflexions des autres personnages en présence. Dire que le droit est fait par les plus forts, légitimé et préservé par les normes qui les dictent, revient à n'étudier qu'une piste de réflexion sur le droit. Alors peut-on réellement se fonder une idée du droit sur cette philosophie a priori n'en considérant que la partie formelle et par une méthode déductive ? En effet, lors de cette écoute, je vais tendre à vous mener une pensée sur le droit formel et matériel, variant méthodes inductives et déductives. Un raisonnement déductif ne peut se fonder uniquement sur des connaissances empiriques. Autrement dit, la philosophie du droit que nous propose Michel Onfray est confuse, se perdant à expliquer au moyen d'une méthode empirique une philosophie rationaliste. La méthode d'étude du droit est fondamentale, car elle transposera ou non par la suite une certaine subjectivité, voire un caractère arbitraire aux idées retenues. Pour pouvoir aborder le concept de l'éthique dans le droit, il nous faut tout d'abord nous poser la question « Mais qu'est-ce que le droit ? Enfin, à quoi sert-il ? En quelle fin a-t-il été créé et dans quel sens doit-il se diriger ?» Parce que le droit est avant tout l'affaire d'interprétation, j'ai choisi de commencer ma réflexion depuis la représentation que s'en font les sujets de droit. Car finalement, la conception du droit la plus légitime à être prise en considération ne serait-elle pas celle de ceux qui y sont soumis ? J'ai posé ces questions à des personnes de mon entourage afin d'avoir une image du droit au plus proche de son application réelle et pratique à travers l'œil de citoyens. Le droit est-il juste ? Le droit est là pour empêcher les gens de faire n'importe quoi. Je pense qu'il a été créé afin de donner à chacun une chance de se défendre. Oui, il est forcément juste car il doit protéger nos libertés. Ce qui est écrit sur le papier en soi, c'est des trucs justes, c'est des principes qui respectent l'égalité et la liberté, mais sur le principe, sur le principe c'est bien, mais sur la pratique c'est pas la même chose. Et après là, c'est surtout pour le droit constitutionnel, puisque là le droit il est en train de pourrir avec tout ce qui est en train de passer actuellement. Un collégien, un commerçant, un ami anarchiste, une professeure au lycée, une étudiante en droit, tous portent un regard extérieur à ce système. Pourtant, ne devraient-ils pas être les premiers à s'en sentir incombés ? Défini comme un ensemble de règles régissant la vie des hommes en société, le droit est un phénomène de pouvoir qui ne décrit jamais ce qui est, mais ce qui devrait être. Un idéal à atteindre,
un modèle de comportement donné à suivre. Tandis que l'on nous apprend en première année de droit à raisonner en juriste, à raisonner en termes de devoir-être, l'idée du droit de par ces sujets semble très vague et communément restreinte. Cela soulève un premier problème. Comment des normes peuvent-elles régir la vie des hommes en société si ces derniers ne les connaissent pas ? Et inversement, comment ces normes peuvent-elles s'accorder aux hommes de la société si elles ne sont pas fondées sur une connaissance de la vie réelle, une pensée sur la vie et la réelle morale du peuple ? Je définirai cette étude sur les mots de Giorgio Del Vecchio. La philosophie du droit est la science qui définit le droit dans son universalité logique, recherche les origines et les caractères généraux de son développement historique et l'apprécie dans son idéal de justice dicté par la seule raison. En outre, la philosophie ne vise pas tant à améliorer la loi qu'à améliorer la compréhension qui en est faite. En effet, la compréhension consiste en une saisie du sens dans son ensemble, et face à un moment de suspension du sens, une incompréhension, l'interprétation s'impose et avec elle les multiples significations. Selon nos ethnicités, nos sociétés, nous n'interprétons pas les signes en les mêmes fins. Nous sommes soumis à des ethnosignes et des sociosignes. Les règles juridiques, en vue d'une place dans la hiérarchie des normes de Kelsen, doivent se conformer formellement aux normes supérieures. Ainsi, le monde du droit, refusant des normes dérivées comme la soft law ou la jurisprudence, les textes de loi sont soumis en brut à la seule interprétation qui en est faite et sans transmission de sens certain. Au-delà d'apporter des éléments de réponse d'ordre sociologique, politique, historique et philosophique à la question de la détermination de la règle de droit et de l'interprétation qui en est faite, l'étude de la place de l'éthique dans le droit vise à se pencher davantage sur les enjeux de notre monde actuel, et notamment les violences sociales naissantes d'une crise du droit apparente. Le phénomène de pouvoir dans un rapport transcendantal devrait tendre à une certaine horizontalité. Le problème de l'éthique du droit est un problème fondamental et ancien. Suite à la Révolution française et à la Révolution des Lumières au XVIIIe siècle, lorsque le désir d'un texte de loi pour le peuple et par le peuple est né, ce qui était éthique était de garantir un ordre démocratique et avoir l'assurance du respect des droits de tous. La troisième Constitution française vit alors le jour. Depuis, maints siècles se sont écoulés, laissant place à des guerres, des crises économiques et sociales, et des textes nouveaux ont remplacé les anciens. Et l'éthique dans tout ça, a-t-elle changé ? L'établissement du droit au XXIe siècle s'en préoccupe-t-il toujours ? Il faut que les juristes soient des philosophes. Il faut que les magistrats, l'avocat général, l'avocat, etc., que tous ces gens-là qui sont doués de leur savoir pratique, qui sont doués de ce qu'ils savent, de ce qu'ils voient du réel, puissent penser la loi en regard de ça. Non plus en termes platoniciens en disant le bien c'est ça, mais en disant il faut que le bien ce soit le bon. Et que la loi ce soit le bien qui soit le bon et qui soit le bon pourquoi. Le bon pourquoi ? Cette question résonne dans ma tête. Remettant mon ordre éthique en perspective, je me dis c'est vrai ça, le bien pourquoi ? Quel bien serait juste ? Au nom de quoi ce bien est le bon ? De quoi dépend-il et qui est en mesure de le déterminer ? À en écouter Michel Onfray, aujourd'hui, le droit ne consiste qu'en la prescription d'une chose comme bonne par des personnes non pensantes, mais formatées par les textes préexistants. D'ailleurs, les naturalistes diront sur les mots du juriste Burdeau que le pouvoir constituant n'est que la retranscription d'une idée de droit préexistante. Ainsi, nous serions arrivés à un droit purement formel, vide matériellement, car les juristes ne pensent pas et les problèmes sociaux viendraient de là. Le philosophe en pose un syllogisme. Pour que le bien prescrit par le droit soit le bon, alors il faut que ceux qui le font pensent. Or, le droit est fait par des techniciens qui ne pensent pas d'eux-mêmes, donc le droit ne prescrit pas le bon bien. Avant d'avancer ces propos, cette question persiste en moi. Qu'est-ce que le bien ? Ce contrôleur qui vient écarter cet homme de nous ?
La prescription de cette norme à laquelle obéissaient les policiers qui n'étaient pas là? Michel Onfray tendrait à admettre le bien conformément à la cohésion et la paix sociale. Mais je persiste, qu'est-ce qu'un bon bien? Alors que le film du Roi Lion m'a éduqué à l'idée d'un bien venant du cœur, comme un devoir dépassant toute conviction personnelle et dont la légitimité à s'exécuter dépasse tout autre désir, Kant pose une morale purement raisonnée et strictement indépendante de toute impression sensible. La morale, un concept à partir duquel tout devrait n'être que bien ou mal, reste un problème fondamental de la philosophie et de droit avec. Selon Michel Onfray, le bien serait posé par l'épistémée judéo-chrétienne. La loi est faite pour tous, et tous sont égaux devant elle. Peut-on considérer que cet homme, dont le contrôleur nous avait dit de nous méfier, faisait le bien, ou du moins ne faisait pas le mal, ou peut-être bien que son comportement était moral et pas éthique? Défini comme un ensemble de règles de conduite à la recherche d'un bien idéal, individuel ou collectif, dans une société donnée, la morale est appréhendée selon les notions de bien et de mal. Très proche de la règle de droit, elle s'en distingue en le fait qu'elle préexiste à la règle de droit et qu'elle ne comporte pas de sanctions extérieures. Comme avait déclaré Portalis lors de son discours préliminaire au premier Code civil en 1804, de bonnes lois civiles sont souvent l'unique morale du peuple. Autrement dit, des règles de droit prescrivent le bon bien si elles sont en équation avec le bien du peuple. Cette réflexion m'amène à m'interroger. Qu'est-ce que le bien du peuple? Dans quelle mesure peut-on considérer que le bien d'un est le bien de tous? Et est-ce que le droit s'en accommode? Michel Onfray argumente son idée selon laquelle le droit ne prescrit pas le bon bien avec le syllogisme de la bioéthique suivant et toujours sur le fondement que les techniciens du droit et les juristes ne pensent pas. Le droit doit garantir le bien de la société. Or, le bien de la majorité de la société passe par le fait d'être parents et mariés, donc le droit doit garantir les gens à l'orientation familiale et sexuelle classique. En conclusion, le droit est le bien, mais pas le bon. Il me semble que c'est là un raisonnement un peu court succédant des propos assez discriminatoires sur les jeunes de quartier. Comment le droit pourrait savoir ce qui est le bon bien et ce qui est le mauvais bien, tandis que nous-mêmes, nous ne le savons pas? L'exemple le plus simple, pour rester dans la bioéthique, est le mariage pour tous. Obtenu en 2013, des suites d'un marathon de manifestations du peuple, pour et contre, le peuple lui-même s'est divisé autour de ce qui devrait être le bien prescrit par le droit. Alors que la caractéristique par excellence qui distingue la morale de l'éthique est en son sens universel, les notions de bien et de mal ont divisé. Alors si même le peuple n'est pas unanimement d'accord sur la morale à se donner, comment le droit pourrait l'être? Enfermé dans un relativisme culturel, le droit est le reflet de la société. De par les positions de chacun, figées par le dogme que pose la morale, seule une approche de la société relativiste critique pourrait alors théoriquement nous en sortir. J'ai envisagé 2 pistes de réflexion. La première constituait des citoyens qui pensent le relativisme critique, elle serait donc immanente à la société, et la seconde consistant en un ensemble de normes données par un droit portant un regard relativiste critique sur la morale du peuple, et donc cela serait une solution transcendante à la société. Dans les 2 cas, elle soulève la nécessité de penser la morale, de philosopher les normes que l'on prescrit, en outre le droit. Qu'est-ce que le bon bien? Nous avons vu ce que signifiait le bien et ses différentes interprétations possibles. Mais qu'est-ce qu'établir le bon bien? Mon petit frère collégien m'a dit que le bien c'était le droit, et que le droit était forcément le bon bien, car il nous indiquait comment se comporter correctement dans les respects des libertés et le bien. Alors, à imaginer que le bon bien n'était pas le droit, cela n'aurait aucun sens. De cette idée m'est apparu qu'en effet, si une loi immorale peut trouver aisément place dans un code, je vous renvoie au podcast La parole est à la chouette épisode 19, la question de l'éthique est plus confuse. D'après Michel Onfray, le droit divergerait de l'éthique car il prescrirait à l'image du droit.
D'après Michel Onfray, le droit divergerait de l'éthique car il prescrirait, à l'image du droit de Vichy et du Code noir, justifiant il fut un temps l'esclavage, que des normes arbitraires et donc non fondées raisonnablement au peuple. Cela implique donc une exclusion de ceux qui font le droit du peuple. Je ne pense pas partager son idée dans la mesure où le droit ne me paraît pas diverger de l'éthique, mais bien au contraire être une formalisation de l'éthique. Imaginons un instant que le schéma soit inverse. Si le droit prescrit est dans un moment et un lieu donné le miroir de la société, alors qu'est-ce que le Code noir ? Ne serait-ce pas la formalisation du modèle d'éthique du peuple à cette époque ? Ne cherchant pas à admettre des réponses mais bien à explorer toutes les pistes de réflexion possibles, voilà l'idée que je propose. Et elle nous mène naturellement à une question bien plus fondamentale. Qu'est-ce que l'éthique ? En philosophie, c'est l'idée de la science du devoir. Cette définition, aussi courte soit-elle, retentit en moi d'un air familier. L'éthique serait une science du devoir construite dans la perspective du droit d'autrui à être bien traité. Distinctement distinguée de la morale, on peut appeler patient moral la personne en droit d'exiger et agent moral la personne devant s'exécuter sous réserve de mettre en jeu sa responsabilité. Ma mère m'a toujours répété « La vie n'est qu'une question de choix ». En réalité, les choix sont le propre de l'éthique. C'est en fonction de ce que l'on se prescrit que l'on fait nos choix. Qui ne s'est jamais posé la question « Que dois-je choisir ?» Il est toujours cette même notion de devoir qui revient. Quel choix m'est éthique ? Dans la mesure où ce choix, qui peut engager à contracter ou non avec quelqu'un selon l'autonomie de la volonté de Kant, je vous renvoie à mon podcast « La parole est à la chouette épisode 4 », notre devoir est propre à notre réflexion et donc à notre raison. L'éthique est relative et critique et en constante évolution car en effet, qui n'a jamais changé de principe déterminant ses choix depuis l'enfance ? Revenons à cette idée de science du devoir. Faisant écho à la nature du droit qui se traduit en termes de devoir-être, et si finalement le droit n'était qu'une mise en forme de principe éthique. En effet, tandis que la morale inspira le commandement religieux « Tu ne tueras point » depuis la nuit des temps, il exista dans l'histoire des droits prônant la mort. Même si l'exemple du droit de Vichy est discutable en son fondement juridique, le fait est qu'il tenait l'image, aux yeux du peuple, d'un droit prescriptif, impératif et permanent. La peine de mort, aux États-Unis, malgré qu'elle soit davantage contestée aujourd'hui, réside en sultane du droit pénal américain. Et si cette sanction, légitime au nom d'une balance des crimes, n'était que la formalisation de l'éthique du peuple, chacun choisissant d'admettre que quelqu'un qui tue ne mérite que la mort au nom de celui qui l'a tué. Ainsi, l'éthique à l'image du droit régit toujours un rapport entre les hommes. Qu'il s'agisse de la responsabilité du criminel envers le peuple américain, envers la famille de la victime ou envers la victime elle-même, la notion de devoir est omniprésente et s'enferme dans une certaine circulaire avec le droit. Tandis que le droit rend responsable chacun, l'éthique donne sa matière au droit. L'éthique guide le droit. Cet homme, qui ne se sentait sûrement pas transgresser son éthique en se touchant devant moi, avait donc un devoir différent du mien. Hypothétiquement, il ne devait pas y voir d'atteinte au devoir dont il s'incombait, ce qui n'empêche que cela soit moralement condamnable. Toutefois, selon les philosophes, ne pourrait être considéré que comme éthique ce qui serait en vue du bien de tous. Ne serait-ce pas là, alors, le caractère particulier de l'éthique qui donnerait son paradoxe au droit. En effet, visant à prescrire universellement et impersonnellement une certaine éthique, le droit se perdrait alors à poser à tous des devoirs particuliers. Ce serait cela qui nourrirait par tous ces trous législatifs un chaos social. Le fait que le droit se fonde sur une idée à portée non universelle mais particulière comme l'éthique en ferait un nœud indéliable, un problème irrésolvable. Et puis, si tout cela était faux, et que l'éthique n'avait tout simplement pas sa place dans le droit, que c'était en cela que des tensions entre les sujets de droit naissaient.
ou bien serait-ce un problème de non-relation modérée entre deux concepts? Voici ma réponse à Monsieur Onfray. La philosophie ne vise pas tant à répondre aux questions qu'à en poser. Il me semble que vous avez avancé des raisonnements courts, même si je ne doute pas du temps qu'il vous en aura fallu pour en arriver là. Je pense qu'admettre des idées arrêtées ne peut faire que contresens à la philosophie, et poser celle selon laquelle le droit serait une superstructure idéologique n'est pas vraiment un moteur réflexif, mais vise plutôt à fermer le débat. Vous présentez un raisonnement sur l'éthique en admettant une certaine définition de la règle de droit qui n'apporte pas de réelles pistes de réflexion en son argumentation tangible. Entendant bien que, lors de votre podcast, vous tendiez à présenter votre définition philosophique du droit, il m'a paru que vous ne favorisiez pas tant la philosophie que le dogmatisme. En ma réponse à votre idée du droit, je n'ai fait que tendre à apporter des réponses à la question de l'éthique dans le droit en proposant diverses pistes de réflexion en complément. Cependant, je tenais à vous répondre de ma voix, comme vous l'avez fait, en le sens que la philosophie conçue depuis Socrate consiste en un échange oral entre un locuteur et un interlocuteur. L'éthique dans le droit et l'éthique dans la philosophie, l'idée de devoir dans le droit et l'idée de devoir dans la philosophie, telles étaient les questions que j'ai pris plaisir à penser. En espérant vous retrouver bientôt sur un nouveau podcast, La parole est à la chouette, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je tiens tout d'abord à remercier Michel Onfray pour m'avoir, à travers l'écoute de son podcast, légèrement révolté et poussé à penser cette question de l'éthique dans le droit qui est omniprésente et est finalement fondement de tout. Merci également à mes proches de m'avoir apporté leur vision du monde qui n'ont fait qu'enrichir cette étude en me poussant davantage à réfléchir. Merci à Élise Robin, mon amie étudiante en double licence droit LEA, ainsi qu'à Daniel Chalençon, mon ami étudiant en double licence physique-chimie, de m'avoir prêté leur voix. Et enfin, merci à Madame Cassoul de nous avoir donné ces pistes de réflexion qui ne nous poussent qu'à déconstruire toujours plus nos acquis, et particulièrement au sein de la sphère du droit. Autrement dit, à philosopher dans un monde de prescription.